Alors nous allons parler aujourd'hui d'histoire et de tragédie, mais Clio et Melpomène, muses respectives de l'histoire et de la tragédie, nous semblent bien jeunes comparés à ce tumulus de 70 siècles qui est sous nos yeux. Mais bon, la préhistoire est un autre sujet, nous allons plutôt nous intéresser donc à l'histoire. Alors l'histoire, ça désigne à la fois la réalité des événements passés et le discours qu'on porte sur elle. Et le théâtre et la tragédie en particulier sont essentiellement composés de discours. L'histoire peut aussi, de façon plus commune, désigner l'intrigue d'une œuvre littéraire. Et pour illustrer plus avant les liens entre histoire et tragédie, je tiendrai à rappeler que Racine lui-même a été historiographe de Louis XIV. Alors, ces quelques parallèles ayant été tracés, je voudrais délimiter le sujet. C'est-à-dire que je vais me limiter à des exemples assez connus, des tragédies principalement de Racine et Corneille, quelques tragédies antiques peut-être, en rafraîchissant un petit peu les souvenirs de ceux qui auraient oublié le détail de ces pièces. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi de les analyser à la lumière de mon expérience d'auteur. Je serai donc amené à mentionner également mes pièces et leur construction, bien qu'elles soient, c'est certain, moins connues. Alors, Chateaubriand, dans son essai sur la littérature anglaise, disait « Bien fou qui croit à l'histoire. L'histoire est une pure tromperie. Elle demeure telle qu'un grand écrivain la farde et la façonne. » Alors, voyons un petit peu ce que les prédécesseurs de Chateaubriand avaient à dire à ce sujet. Tout d'abord, pourquoi la tragédie a-t-elle besoin de l'histoire ? Corneille, qui a beaucoup théorisé sur la tragédie, alors il en a écrit un paquet, beaucoup sont un petit peu moins connus aujourd'hui, mais il a aussi écrit des discours théoriques sur la tragédie. Et il disait « La tragédie veut pour son sujet une action illustre, extraordinaire, sérieuse. » On va décortiquer un petit peu ça. Tout d'abord, cet aspect sérieux, c'est que la tragédie a besoin d'un enjeu. Au-delà des problèmes psychologiques, des problèmes sentimentaux des héros, il faut que le destin de l'État soit en balance. Et ce destin de l'État sera peut-être une victime collatérale des aventures du héros, ou bien peut-être est-ce le héros dont le destin sera changé en raison des soubresauts de l'histoire dont il est le jouet. Une autre raison qui pousse les auteurs à s'appuyer sur l'histoire, c'est que c'est dans des circonstances exceptionnelles que la grandeur d'âme des héros va vraiment se révéler. Et circonstances exceptionnelles, Corneille disait extraordinaire. Et oui. Et ça, c'est valable quel que soit le point de vue qu'on prend sur la tragédie et sur le héros tragique. Puisqu'il y a plusieurs manières dans l'histoire, il y a plusieurs manières d'envisager ce que devait être une tragédie, ce que devait être son héros. Alors, dans l'Antiquité, on voulait qu'elle inspire la pitié et la crainte. Corneille voulait plutôt inspirer l'admiration, et d'autres peut-être susciter la compassion. Eh bien, qu'on soit dans le cas d'un héros imparfait, accablé par le sort, qu'on soit dans le cas d'un héros sans tache, héroïque, accomplissant des faits illustres, ou dans le cadre d'un héros tragique qui est une pure victime, eh bien, dans tous les cas, on a des circonstances, peut-être ce sort terrible qui a brisé le destin de cet homme d'État vertueux. Ces choses-là ont laissé une trace dans l'histoire. Donc, on a ce lien qui est déjà assez naturel. En plus, s'appuyer sur l'histoire, ça peut aussi être la garantie qu'on n'invente pas. On n'invente pas n'importe quoi. C'est extraordinaire, mais c'est vrai, puisque c'est arrivé. On est à l'opposé du genre fantastique. Dans le théâtre, ce n'est pas toujours facile, le fantastique. Alors, le théâtre le pratique peu, l'opéra le pratique un peu plus. Si vous prenez le Ring de Wagner, autant les Nibelungs sont des nains, ça peut à la limite se représenter. Par contre, la Valkyrie qui arrive sur sa jument à 6 pattes qui survole la scène, c'est difficile de suivre à la lettre les indications scéniques. Bon, de mon côté, j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur un livret d'opéra, puisque ma pièce Amasie, que je présenterai un petit peu après, fait l'objet d'un opéra. Je l'ai adapté en livret. C'est un maître de conférence de l'Université de Rouen qui la compose. Ça s'appelle Jean-Yves Rolline. Et dedans, je n'ai pas mis d'indication scénique quelconque. C'est resté très sobre, très dans l'esprit des pièces.
Et donc voilà, on a un petit peu vu ce besoin de coller les tragédies à l'histoire. Et c'est vrai que dans mes sources d'inspiration, ça va être par exemple des souvenirs de cours de latin. J'avais travaillé sur Tite-Live et sur l'histoire de Sophonisbe et Massinissa, et ça a été l'inspiration de ma pièce Sophonisbe. Et ça peut être aussi des anecdotes historiques. Un beau jour, j'ai découvert par hasard que la fin du règne de l'empereur Tibère avait été marquée par la présence d'un personnage du nom de Macron en l'an 37 de notre ère. Et très vite, ça m'a donné envie d'écrire une pièce dessus parce qu'en creusant un tout petit peu pour en savoir plus, j'ai vu la psychologie que je voulais donner à mes personnages, j'ai vu comment on pouvait tout imbriquer pour créer une histoire tragique. On va en reparler un petit peu aussi. Alors, pour l'instant, on parle beaucoup d'histoire, mais quelle histoire? Est-ce que c'est l'histoire des grands événements, des dates historiques, l'histoire bataille, comme on le disait parfois, un petit peu comme celle qu'on apprenait il y a quelques décennies? Tout le monde se rappelait, Bouvines 1214, voilà, c'était les grands marqueurs historiques, hein. C'est assez rare finalement dans l'Antiquité d'avoir ce type d'événement comme source d'inspiration. On a surtout Échille qui a écrit Les Perses, un exemple tout à fait éminent puisque ça raconte la bataille de Salamine du point de vue perse. Donc, une défaite des Perses, voilà. Et la bataille est, on pourrait presque dire, le personnage principal de la pièce. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ça a été écrit 8 ans après la bataille, avant même qu'Hérodote ne commence à écrire sur les guerres médiques. Et Hérodote est celui qu'on appelle le père de l'histoire. Donc avant le premier historien de l'histoire, Échille a écrit une pièce historique. Donc là, il décrit l'histoire. Il n'a peut-être pas fait l'histoire, je ne crois pas qu'il ait été présent lors de la bataille, contrairement à Thucydide, qui était présent dans beaucoup d'événements qu'il raconte, mais Échille écrit l'histoire. Mais c'est un exemple qui est plutôt isolé. Le côté spectaculaire des batailles, des grands faits, des hauts faits, plaît aussi à Shakespeare. On a la bataille d'Azincourt, bien sûr, dans Henri V. On a aussi Bosworth Field dans Richard III, qui se déroule sur scène. Et pour sortir un petit peu des batailles, mais c'est tout de même un fait historique tout à fait illustre que tout le monde connaît, on a Jules César et l'assassinat de Jules César par Brutus. Donc ce sont voilà, des exemples très éminents outre-Manche, alors qu'en France, la bataille n'est pas représentée déjà, puisque la bienséance l'interdirait. On ne veut pas de violence sur scène, le sang ne doit pas couler. En coulisses, c'est autre chose. Mais sur scène, on ne l'aura pas. Et finalement, l'action historique passe un peu au second plan. La tragédie française est plutôt centrée sur la façon dont les personnages pensent l'histoire qui les touche. Et ça ne veut pas dire que la tragédie française est un discours rempli de discours creux. Et là, je vais faire une petite parenthèse peut-être. Bon, on peut admettre qu'au XVIe siècle, les tragédies françaises qui sont aujourd'hui majoritairement oubliées avaient tendance à beaucoup discourir. Elles étaient encore toutes pleines de l'influence de Sénèque, lui-même très verbeux. Et depuis la fin du XVIe siècle, donc, la tragédie est davantage orientée vers l'action. Et Corneille, toujours dans un de ses discours théoriques, s'appelle le discours sur l'utilité des parties du poème dramatique, nous dit « Les actions sont l'âme de la tragédie, où l'on ne doit parler qu'en agissant et pour agir. » Donc, avec un discours qui est désormais bien ordonné à l'action, on va pouvoir se servir de l'histoire et notamment des grands bouleversements. Ils sont tout à fait propices à la tragédie. Alors, un exemple qui est intéressant, je pense, c'est Bajazet. Dans Bajazet, c'est le héros et le frère du sultan de l'Empire ottoman, et la tragédie s'ouvre au moment où le sultan est occupé à combattre sous les murs de Babylone. Et c'est justement ce combat, où on donne d'ailleurs le sultan perdant, hein, vaincu par ses ennemis, qui fait qu'on a un bon point de départ pour des intrigues de cour, pour des intrigues de palais, où l'on veut prendre le pouvoir et renverser le pouvoir en place. Et c'est donc un facteur d'incertitude, le combat, que ce soit donc une bataille ou un duel. Ça permet donc d'étudier les réactions des personnages qui anticipent l'une ou l'autre issue, peut-être de l'anxiété, peut-être de l'attente, des envies d'héroïsme. Ça peut être révélateur pour nos personnages.
Et aussi, ça permet de créer une dynamique une fois qu'elle est passée. Et oui, on a des vainqueurs et des vaincus. Certains de nos personnages peuvent changer de statut, de roi à devenir prisonnier. C'est ce que je fais d'ailleurs dans ma pièce Sophonisme. Le roi de Numidie, allié à Carthage, pardon, se retrouve vaincu par d'autres Numides alliés aux Romains, c'est dans le cadre de la Deuxième Guerre punique, et finalement ce roi se retrouve captif, et ça change tous les rapports entre les personnages. C'est quelque chose qui est très intéressant pour l'auteur. Et il y a un autre élément que les auteurs utilisent beaucoup. Alors c'est une grosse ficelle que je vous révèle, et je vais vous révéler du coup la fin de plusieurs pièces d'un coup. Mais dans Bajazet, par exemple, on annonçait le sultan vaincu, ce qui lance les complots pour la prise du pouvoir. Et bien en fait non, il triomphe. Donc c'est le compte-rendu initialement erroné qu'on va beaucoup utiliser. C'est utilisé aussi dans Horace. Alors, Horace, c'est une pièce romaine de Corneille. Elle nous raconte l'histoire d'un combat, de la guerre entre Rome et Albe. Et pour régler définitivement la question, savoir quelle sera la cité qui va triompher, qui va devenir la cité dominante de l'Italie et du monde méditerranéen ultérieurement, eh bien, Rome dépêche 3 guerriers, les 3 Horaces, et Albe dépêche 3 guerriers, les 3 Curiaces, qui s'affrontent en un triple duel. Et au début de la pièce, on nous annonce que 2 Horaces sont déjà tombés, morts, et le 3e s'est enfui. Quant aux 3 Curiaces, ils sont blessés, mais toujours en vie. Donc, on se dit, mais voilà, Rome a perdu. Bon, en vrai, ça c'est l'illusion théâtrale qui est à l'œuvre, hein, parce qu'en vrai, vous savez très bien, vous n'avez jamais appris au primaire, en cours d'histoire, l'Empire albin. Non, on sait tous que c'est l'Empire romain. On sait que Rome va gagner. Mais on est pris par la pièce, on a encore un petit peu de suspense. Bon, et ce suspense sur le vainqueur s'arrête quand on nous dit que Rome, le seul combattant romain survivant est déshonoré, fuyard. En fait, on apprend un petit peu plus tard que lorsqu'il a fui, eh bien, les 3 guerriers albins qui étaient blessés à des degrés divers l'ont suivi chacun avec une vitesse différente, et donc sont arrivés, se sont jetés sur lui, comme dans les mauvais films d'action, un par un. Et il a donc pu triompher de chacun de ses ennemis. Rome finalement triomphe. Voilà, donc un autre exemple de ce discours où on peut en quelque sorte arnaquer un peu le spectateur en lui faisant croire à une issue différente. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce genre de combat a aussi un côté très décisif. C'est ça, je pense aussi, qui plaît dans le théâtre élisabétain et qui plaît aussi chez Corneille, c'est que ça nous fournit un élément externe qui vient faire avancer l'action. C'est un deus ex machina, un coup de théâtre finalement, qui résout un blocage existant. Et il y a effectivement plusieurs philosophies dans la façon d'écrire une tragédie. Par exemple, et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu poussé à son paroxysme chez Corneille, c'est qu'on va avoir une tragédie du blocage. La situation est bloquée, il y a un dilemme, on ne peut pas le résoudre. On ne peut plus rien faire et on s'attache aux états d'âme des personnages. Et là, il y a un coup de théâtre qui fait avancer, parce que seul le coup de théâtre peut débloquer la situation, que dans des conditions normales, on n'envisagerait aucune issue. C'est très différent, notamment chez Racine, où je vais citer la préface de Britannicus. Racine parle d'une action simple, chargée de peu de matière, telle que doit être une action qui se passe en un seul jour, s'avançant par degrés vers sa fin. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais le s'avançant par degrés vers sa fin nous dit bien qu'on ne veut pas un blocage d'un coup qui se résout d'un coup, c'est qu'à chaque fois, on va avoir une évolution de l'intrigue qui laisse encore des portes de sortie. Elles existent, elles ne s'ouvriront jamais. On va arriver à la fin de la pièce, les portes de sortie ne seront pas ouvertes. C'est pour ça que c'est une tragédie. Ça va se terminer mal, certes. Mais on a toujours l'impression qu'il subsiste un peu d'espoir. Voilà. Donc là, on n'a plus forcément besoin de ces solutions providentielles. Alors, le coup de théâtre n'est pas forcément un événement historique
très connu. On peut prendre l'exemple de Cinna, encore une pièce de Corneille, donc, où Cinna, donc le héros éponyme, va se retrouver à conspirer contre Auguste, l'empereur qu'il admire pourtant beaucoup. Auguste n'était pas empereur avant sa mort, donc contre le princeps qu'il admire pourtant beaucoup, et il va être découvert. Le complot sera découvert, et là, que fait Auguste? Il pardonne. En même temps, la clémence d'Auguste, hein, c'est le sous-titre de la pièce, donc on s'y attend un petit peu. Mais voilà, ça c'est le coup de théâtre. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une grande bataille, ce n'est pas un duel, ce n'est pas quelque chose qui a laissé des traces immenses dans l'histoire. Ou dans Polyeucte. Alors, je ne vais pas vous résumer Polyeucte, mais Polyeucte, il y a un grand retournement de situation à la fin qui résout tout. C'est un petit peu bizarre, j'ai plein de théories dessus, peut-être pour une autre occasion. Donc là, on a vu les grands événements, les grandes batailles. Mais il n'y a pas que cela dans l'histoire, il y a aussi la psychologie des figures historiques, par exemple. Quel était l'esprit des grands personnages? Alors ça, on va le développer un petit peu après. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas forcément bien la psychologie de ces personnages. Un autre type d'histoire, ce serait les évolutions lentes, le temps long. Est-ce qu'on peut représenter, par exemple, dans une tragédie, je ne sais pas, la perte d'influence politique progressive de telle ou telle faction ou telle institution au sein d'un empire? Ce n'est pas très facile, surtout que la tragédie classique respecte quand même l'unité de temps. Donc en une journée, on se dit qu'on est bloqué pour représenter ces lentes évolutions. Bon, alors déjà, ce sont des évolutions qui sont généralement mentionnées. Les auteurs vont souvent bien resituer la pièce dans son contexte historico-politique. Ça peut être important, surtout si l'auteur a très fortement envie de tracer des parallèles avec le temps présent, du moins avec le temps de son écriture. Je pense surtout à Corneille. Je ne vais pas forcément le développer là, mais c'est vrai qu'une tragédie comme Horace avait une résonance particulière à son époque. Et aussi, le choix du sujet peut représenter un basculement qui représente à la perfection ces évolutions. Là, on va parler de Britannicus aussi. Alors, Britannicus, finalement, quelle est l'action? Il n'y a pas de fait d'armes illustre. Si on veut la résumer, c'est juste l'empereur, Néron, enlève une jeune fille en pleine nuit. Et c'est tout. Ah, rappelez-vous, Racine nous a parlé d'une action simple. On y est tout à fait. Et par contre, c'est le point de basculement entre le passé vertueux de Néron et le moment où il commence donc à commettre des crimes, à se laisser aller à ses passions et à exercer le début de son pouvoir tyrannique. Et c'est là qu'on peut peut-être citer Paul Verne. Il nous disait « L'histoire est un roman vrai ». Il ne parlait pas de théâtre, mais on peut tout à fait transposer. Il ajoute « Comme le roman, l'histoire trie, simplifie, organise, fait tenir un siècle en une page. » Eh bien, la tragédie peut faire tenir un siècle en une journée. Alors, tout cela, c'est très bien de vouloir se rapprocher de l'histoire, mais il faut garder une distance entre le réel et la fiction. La catharsis, l'expulsion, ou plutôt la purification des passions, comme on le disait dans l'Antiquité, c'était un des buts recherchés de la tragédie, elle a besoin d'une certaine distance pour fonctionner. On a cet exemple antique d'un certain Phrynikos, qui a écrit une pièce s'appelant La prise de Milet. Milet, cité d'Ionie, donc en moins 494, juste quelques années après le massacre des habitants de Milet par les Perses, et quelques années avant la bataille de Marathon. C'était absolument abominable, et il a rappelé donc des malheurs nationaux, il a été censuré, il a été condamné à payer une amende aussi. Voilà. C'était trop proche. Pour le dire dans des termes un petit peu plus modernes, on va au théâtre un petit peu pour se divertir, pour admirer l'art des acteurs ou du dramaturge, pas vraiment dans l'esprit d'aller voir un documentaire sur la guerre en cours dans telle ou telle partie du monde. Et alors là, on parle beaucoup du texte, mais il faut bien voir que la vérité du théâtre n'est pas seulement celle du texte, c'est aussi celle de la représentation. Et oui, il y a des décors et des costumes. Nous parlions de l'illusion théâtrale tout à l'heure. Est-ce qu'elle fonctionne toujours comme il faut si les costumes, faits avec les moyens du bord, ne nous évoquent pas du tout l'Empire romain ou je ne sais quelle partie du monde et quelle époque on parle? Ça peut être plein de choses. Mais voilà, si les décors, si les costumes ne fonctionnent pas, c'est aussi une question de convention. Si on accepte
que ce qu'on voit correspond à ce qu'on veut voir, ça aide bien à l'illusion théâtrale aussi. Mais ça peut introduire une distance un petit peu excessive avec le sujet et donc nous faire sortir de l'illusion théâtrale. C'est comme les portables. Les portables, bon, on le sait tous, il y a toujours quelqu'un dans une pièce qui va oublier d'éteindre le sien, ça va sonner. Les acteurs, même s'ils sont très professionnels, même s'ils ne réagissent presque pas, on voit qu'ils l'entendent, on voit qu'ils réagissent à un événement qui n'est pas la pièce. Donc on a vu l'acteur sortir de son personnage. Et là, ça nous rappelle brusquement que nous sommes 50 personnes dans une pièce toute noire à entendre des gens déclamer un texte. On est sorti de la pièce. Voilà. Et ça, c'est un exemple très moderne, mais les entraves à l'illusion théâtrale, il y en a aussi au XVIIe siècle, puisqu'on parle beaucoup du XVIIe siècle, c'est pas mieux à l'époque. Les gens discutent. Il y a aussi parfois des chaises sur la scène pour certains personnages qui vont discuter entre eux. Puis il y a des querelles aussi. Alors, je pense qu'on peut, pour ceux qui connaissent un petit peu la pièce de Rostand, Cyrano de Bergerac, eh bien, il y a une très belle scène comme ça vers le début. Ça se passe dans un théâtre et Cyrano fait interrompre la représentation parce qu'il juge la pièce et les acteurs très mauvais. Et après, tout le monde commence à se quereller aussi. On a aussi l'exemple de la bataille d'Hernani, pour aller sur quelque chose d'un petit peu plus proche de nous. Voilà, des gens qui sifflent, qui crient dans un théâtre pour gêner la pièce. Donc, on a vu pour l'instant des éléments de distance entre entre le réel et la fiction, mais il peut aussi y avoir une distance qui s'installe entre le sujet historique et le sujet tragique. Et ça, c'est un débat qui est très vif, en particulier au XVIIe siècle. Alors, on va reparler un petit peu de Corneille, puisque c'est tout le sujet de l'intrigue, de la querelle du Cid. Alors, le Cid, je pense que tout le monde connaît. Rodrigue et Chimène s'aiment, ils s'épousent à la fin. C'est une tragicomédie, donc ça se termine bien. Oui, sauf qu'entre-temps, Rodrigue avait tué le père de Chimène. Et ça, c'est un petit peu choquant pour l'époque. On dit quand même, est-ce que Chimène aurait vraiment épousé l'assassin de son père? Alors, ce n'est pas très vraisemblable. C'est peut-être aussi contraire à la bienséance. Donc, ce sont des règles tout à fait importantes qui sont observées avec une grande rigueur à l'époque, et c'est là que débute la querelle du Cid. Certains Scudéry se lancent dans la polémique, beaucoup d'autres savants de l'époque vont aussi y entrer, et l'Académie qui vient d'être créée va trancher. L'Académie dit, je cite, « Toutes les vérités ne sont pas bonnes pour le théâtre ». Voilà, donc c'est officiel. Il vaut mieux faire quelque chose de faux, mais de vraisemblable. Et cette querelle du Cid a fait du mal à Corneille, qui ne va pas écrire de tragédie historique pendant quelques années. Et la tragédie historique suivante dans laquelle il se lance, c'est Horace. Voilà. Et entre le Cid et Horace se passe la naissance de Racine, pour te donner une petite idée de l'échelle temporelle. Donc, Horace. Alors, avec Horace, Corneille persiste dans ses opinions. Il est certes plus prudent. Il fait relire sa tragédie à des gens qu'on appelle les doctes, qui étaient donc les personnages importants du théâtre de l'époque. Mais on peut dire que pour ce qui est de la bienséance et de la vraisemblance, il a fait fort. On a vu un petit peu le début de l'histoire d'Horace, avec les trois Horaces, les trois Curiaces, etc. Bon, eh bien Horace, survivant, le seul Horace désormais, il revient, il est tout à fait au relais de gloire, c'est le héros de la nation. Et sa sœur Camille, qui était fiancée à un Curiace, ne s'en réjouit pas. Donc il la tue. Voilà, un petit peu dur, hein. Donc, à l'époque, on suggère à Corneille de réécrire sa pièce, de réécrire la fin. Pas tout à fait convenable. Ils ont des idées un petit peu farfelues. Ils veulent que Camille donc se jette toute seule sur l'épée de son frère. En coulisses, évidemment. Bon, Corneille va tenir bon et il ne réécrira pas sa pièce. Enfin, il va réécrire les vers qu'il avait un petit peu ratés au début. Parce qu'il y a un ou deux vers, bon, il y en a qui est assez connu. Eh bien, c'est un vers justement prononcé par l'épouse d'Horace. Elle dit « Je suis romaine, hélas, puisque mon époux l'est ».
Alors on a à la fois Ménélas et le poulet, qui sont d'autres histoires, je ne sais pas exactement. Il va corriger à moitié, puisqu'il va, dans la version définitive, je crois que c'est «Je suis romaine hélas, puisqu'Horace est romain». C'est un petit peu mieux. Donc voilà, Corneille préfère ce qui est vrai à un faux qui serait plus vraisemblable et moins extraordinaire. Il rappelle d'ailleurs dans la préface d'Héraclius qu'Aristote voit trois moyens de produire du croyable: la vérité, le vraisemblable et l'opinion commune. Et bien sûr, lui, il opte tout de go pour la vérité. Alors, voyons voir ce qui se passe à l'époque du côté de Racine, qui lui va délaisser l'héroïsme et les faits d'armes. On va reparler de Britannicus. Néron, on l'a dit, c'est le point de basculement de sa carrière de tyran, et certains de l'époque, nos analystes de l'époque, le trouvent trop cruel. D'autres ne le trouvent pas assez cruel. Bon, il ne satisfait personne, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est un personnage subtil, qui est tiraillé entre un passé vertueux et l'envie de donner libre cours à ses passions. Et en cela, on peut dire que Racine est fidèle à la psychologie de Néron, telle qu'on peut la concevoir en lisant les historiens. Alors, les historiens de l'époque nous racontent aussi peut-être ce qui les arrange. On a souvent, pareil, la subjectivité de Tacite et Suétone. Mais il n'empêche, l'histoire étant écrite par eux, si on se réfère à l'histoire, on se réfère bien à leur texte. Et là, Racine tient vraiment compte, disons, d'un caractère subtilement travaillé et fidèle à ce qu'on sait. A contrario, juste avant Britannicus, la dernière pièce romaine de Corneille, c'est Othon. Othon, d'ailleurs, c'est très proche de Néron en termes de temporalité. Othon, Galba, Vitellius, l'année des trois empereurs, c'est juste à la fin du règne de Néron, alors que Britannicus est au début du règne de Néron. Donc les deux pièces sont écrites à presque en même temps et nous parlent de la même époque. Eh bien, Othon, c'est un caractère entier, comme Tacite les aime. C'est un homme très vertueux. Sauf que finalement, rien ne dit qu'il y ait eu quoi que ce soit de tel chez ce personnage. Il a juste pris un morceau de l'histoire et il a plaqué dessus le caractère qu'il voulait pour construire sa pièce. Donc on va voir comme ça des caractères très entiers. On a aussi Rodogune, une monstruosité extraordinaire, tout comme on a une vertu extraordinaire chez Othon ou chez Nicomède, qui a un caractère presque parfait. Bon. Et finalement, c'est là aussi ce que va lui reprocher Racine dans une préface, c'est de s'écarter du naturel pour se jeter dans l'extraordinaire. Je crois d'ailleurs que c'est dans la préface de Britannicus. En tout cas, voilà, Racine va peindre des caractères plus tiraillés, comme Néron, comme Titus aussi. Et Titus, c'est intéressant parce que les Corneille et Racine ont écrit sur le même sujet. Bérénice de Racine et Tité Bérénice de Corneille peuvent être intéressants à comparer. On va y revenir un petit peu. Alors, j'ai eu un petit peu aussi ce type de réflexion quand j'ai écrit ma pièce Sophonisbe, puisqu'elle est essentiellement tirée de l'histoire romaine, et je me suis attaché à dépeindre des personnages qui soient bien en lien avec ce que Tite-Live peut décrire en termes de caractère. Même parfois en termes de discours. Pour le discours rapporté par Scipion, il y a quelques allusions aux paroles que Tite-Live leur prête, et notamment aux paroles de Scipion, grand personnage historique. Mais l'idée, c'était qu'à la fois pour mon héros Massinis et pour des personnages plus connus comme Scipion, on garde une fidélité à la psychologie que nous rapporte l'historien. C'était facile parce qu'on connaissait certaines choses. On connaissait le récit de Tite-Live, on connaissait aussi le récit d'Appien, qui précise des éléments supplémentaires. Quand j'ai dû écrire ma pièce Amasie, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'Amasie, qu'est-ce que c'est? C'est la première pièce de Racine, mais on ne la connaît pas, on ne sait même pas de quoi ça parlait. Alors, il fallait bien deviner, il y a des hypothèses, et l'une d'entre elles était que ça faisait référence à Amosis II, roi d'Égypte. Je dis roi d'Égypte parce qu'on est avant l'époque hellénistique, donc on ne va pas parler de Pharaon. Donc Amosis II, roi d'Égypte, on va plus franciser en Amasie. On sait que c'était un général qui avait pris le pouvoir, qui avait dû livrer bataille à son prédécesseur,
à la tête d'une armée étrangère pour le conserver, et c'est à peu près tout. Donc là, je manquais vraiment d'éléments, et je trouvais ça justement plus difficile. C'est vrai que le théâtre, bon, si j'opte pour du théâtre en vers, c'est aussi pour avoir des contraintes, c'est pour les sublimer, ces contraintes. Euh, Plus il y a de liberté, plus ça me dérange quelque part. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on avait moins d'idées sur qui était ce bonhomme, donc j'ai beaucoup plus cherché à caler les caractères et à faire en sorte qu'ils s'imbriquent bien pour que la pièce démarre comme il faut finalement. J'ai pu raccrocher quand même des petites anecdotes historiques connues. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on raconte parfois de Thalès, qu'il était allé en Égypte, où il avait, à l'aide du théorème qui porte désormais son nom, mesuré la hauteur des pyramides avec un gnomon, hein, un bâton. Eh bien, j'ai pu y faire allusion, ça, dans la pièce, où justement on parle beaucoup des savants grecs venus d'Ionie. Voilà, on a quand même quelques moyens de se raccrocher à quelque chose de connu. Bon, en tout cas, ce raisonnement, globalement, c'est quelque chose que Corneille fait remarquer aussi. Il dit, bah, quand on est sur un sujet qui est très connu, on ne peut pas trop inventer. Mais on a forcément plus de liberté quand le sujet l'est un petit peu moins. Et à sa décharge, j'ai critiqué un petit peu son haut ton. Aujourd'hui, plus grand monde ne connaît les détails du personnage Othon. Puisqu'on parle des personnages, hein, qu'est-ce qu'on a comme personnage au moment où on écrit la pièce? On va avoir un héros, une héroïne, certainement un antagoniste, bon, les confidents de chacun, peut-être une figure d'autorité, peut-être une autre aussi, une autre figure de l'adversité. Bon, ça sont les personnages principaux, ils sont essentiellement dans l'histoire. Dans Bajazet, on sait, on a le sultan, bon, il n'est pas présent directement, il est représenté, mais on connaît le nom du sultan, on connaît le nom de son frère Bajazet, on connaît le nom de la favorite, on connaît le nom du grand vizir. Ces éléments, on les a déjà. De même, dans la pièce Sophonisme, bon, on connaît Scipion l'Africain, on connaît le roi Syphax qui a été vaincu par le jeune Numide Massinis. Ça, sont des personnages historiques. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'ajouter quelque chose à ça? Est-ce que c'est suffisant pour faire démarrer l'intrigue? Alors, l'intrigue, on sait où elle arrive. Elle se termine mal, c'est une tragédie. Bon, parfois, c'est une tragicomédie, ça se termine pas si mal. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on doit emmener tout ce beau monde d'un point A à un point B. Et il faut que les ingrédients dont on dispose au point A soient suffisants pour enclencher la mécanique tragique qui va implacablement se dérouler pour nous emmener là. Et c'est là qu'on a aussi différentes tendances. On a des gens qui vont ajouter des personnages. Alors, je vais reparler de Corneille, qui le fait très souvent. C'est assez drôle, on a dit Tite et Bérénice, de Corneille, donc il écrit à peu près en même temps que Racine sur le même sujet. Mais il a ajouté des personnages en plus. Il a ajouté le couple Domitian-Domitie, que Racine n'utilise pas du tout, dont Racine n'a pas besoin. Il y a aussi une autre pièce où on a eu 3 auteurs qui ont écrit dessus. Bon, c'est facile, je suis l'un des 3. Mais voilà, quand j'ai écrit ma pièce Sophonisme, donc en partant de mes souvenirs de Tite-Live, eh bien, je me suis un petit peu renseigné pour voir s'il y en avait d'autres, et j'ai vu qu'il y en avait donc 2 autres. Une de Jean Marais dans les années 1640, et une de Corneille dans les années 1680. Et celle de Corneille, il y a des personnages ajoutés. Il va ajouter une princesse captive, en plus du roi numide, de la reine, du jeune numide victorieux et des Romains, il rajoute une princesse captive pour complexifier un petit peu l'intrigue. C'est un choix tout à fait respectable, un choix que je n'ai pas fait, puisque je trouvais que j'avais suffisamment avec mes personnages de départ. Et la complexification des intrigues, c'est vrai que c'est aussi une tendance chez lui, puisque on a par exemple la pièce Héraclius. Je serais incapable de vous la résumer au cours de cette conférence, ou alors je ne parlerai plus que de ça. C'est beaucoup trop complexe. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup de personnages, des intrigues imbriquées les unes dans les autres. Voilà. C'est un style. Enfin, nous parlons beaucoup de tragédies historiques, mais toutes les tragédies ne sont pas forcément inspirées par l'histoire. Si vous me citez une tragédie de Racine, peut-être que ce sera Iphigénie ou Andromaque. Et ce sont bien des tragédies qui sont d'inspiration mythique. Le mythe est lui-même une création littéraire. On pourrait le dire de l'histoire, mais le mythe est une création littéraire différente.
Et l'origine du mythe a passionné des universitaires illustres. Par exemple, Dumézil voit dans Horace, toujours Horace, un vieux mythe indo-européen qui est celui... Alors, il aurait pu l'appeler mythe d'Horace, ça m'aurait bien arrangé, mais il l'a appelé mythe de Cuculain, et je ne suis pas sûr de bien le prononcer, c'est le nom d'un guerrier irlandais. Parce que c'est un mythe, le mythe du guerrier victorieux qui revient dans la cité, mais il revient empli de violence. Et ce mythe-là, effectivement, présent dans plusieurs traditions. Ce serait donc le mythe humanisé que nous raconte Tite-Live au sujet des origines de Rome. Alors, c'est là aussi qu'on peut se poser la question. Les origines de Rome, vous connaissez tous aussi l'histoire de Romulus et Rémus, bon, on peut dire la même chose d'Horace, est-ce du mythe ou de l'histoire? Et plus on remonte loin dans le temps, plus le mythe et l'histoire peuvent se rejoindre aussi. Alors, on a aussi le même mythe d'ailleurs dans une pièce antique qui est la Folie d'Héraclès d'Euripide. C'est toujours la même chose. Le guerrier revient, il est violent, et bon, la fin peut diverger. Mais c'est là qu'on peut aussi parler de René Girard. René Girard, il voit une violence mal purifiée. Alors Girard est très complexe. On ne peut pas, comme ça, le résumer en quelques minutes, malheureusement, et je ne pourrais pas non plus tout expliquer, mais je vais essayer d'en donner quelques traits les plus importants peut-être. Il voit dans beaucoup de violences, dans ce mythe violent, l'historisation d'une querelle telle que les premières sociétés pouvaient les connaître et devaient les craindre. Je m'explique un petit peu. À l'aube de l'humanité, dans des sociétés très restreintes en nombre d'individus, le démarrage d'une vendetta avec des meurtres réciproques dans tous les sens mettait en péril l'existence même de la communauté. Et il pense déceler ces traces, peut-être dans les mythes, et aussi dans le théâtre. Alors, tout d'abord, ces violences réciproques s'accompagnent de ce qu'il appelle l'indifférenciation violente, c'est-à-dire chacun se retourne contre l'autre, le frère contre le frère, le père contre le fils, avec un effacement des différences entre les hommes et les femmes, entre les différents statuts. Et tout cela accompagne donc cette violence, et cette indifférenciation est un petit peu effacée par le mythe, où le mythe désigne un coupable unique, alors que justement, dans le cadre de cette violence, il est difficile de pointer du doigt l'un plutôt que l'autre. C'est, d'après lui, sur cela que la tragédie antique revient en partie, et revient à une symétrie des personnages. Par exemple, dans Oedipe roi de Sophocle, Créon, Oedipe et Tirésias s'échangent les accusations, réagissent de la même façon et se comportent tous de telle sorte qu'on ne pourrait pas dire que c'est Oedipe qui est plus coupable que Créon ou que Tirésias. Donc voilà, c'est un petit peu complexe à se figurer, mais finalement, dans certaines tragédies antiques, il y a un fort parallélisme entre les différents personnages qui nous fait dire que finalement ce sont les mêmes. Les personnages sont tous identiques. Ça a une portée philosophique intéressante, hein. Mais alors pour la psychologie, c'est vraiment dommage, évidemment. Et le développement littéraire de la tragédie ne va absolument pas continuer à donner dans cette direction. Bon, ça c'était un point qui était effectivement peut-être un petit peu complexe. Ce qu'on peut aussi dire de façon plus simple, c'est que dans des circonstances exceptionnelles, il est difficile de choisir son camp. Et les personnages eux-mêmes vont avoir du mal à le choisir, et nous, on ne doit pas forcément désigner ou juger facilement les personnages. Horace est-il un monstre qui a tort de façon évidente? Le roi a-t-il tort de le réhabiliter? Fallait-il le condamner? Bon, sous ce débat sur le personnage d'Horace, c'est un vrai débat historique, puisque sans attendre la pièce, déjà Cicéron, Machiavel se prononcent sur ce point-là. Et, et c'est vrai que finalement, c'est un petit peu aussi une façon d'écrire l'histoire. Si on en revient à Chateaubriand, ce qu'on comprend aussi en lisant les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est qu'écrire l'histoire, c'est juger ses acteurs.
Et donc, nos héros sont jugés. C'est vrai même de façon tout à fait simple. Un héros qui est un petit peu tiraillé, un héros qui n'a pas un caractère tout à fait entier, va pouvoir raisonner d'une manière différente chez tel ou tel spectateur. On n'aura pas tous la même perception. Ça m'arrive d'écrire un personnage plutôt d'une perspective négative, et parfois certains spectateurs l'accueillent très bien. Ils disent «Ah mais quelle personne admirable!» Moi, c'est pas forcément dans l'esprit dans lequel je faisais, mais voilà. Les jugements peuvent être un petit peu différents. Et c'est aussi pour ça que je m'intéresse beaucoup à des personnages comme justement celui de Néron, ce monstre naissant, comme l'appelait Racine. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser à Caligula. Caligula, il a un CV qui est un petit peu du même ordre que Néron, hein. Question tyrannie, il a su aussi s'y prendre. Et dans ma pièce Macron, je m'intéresse beaucoup à ce personnage jeune, au moment donné où il a lui aussi un passé plus ou moins vertueux, où il était admiré, aimé de tout le monde, en particulier de l'armée, et à un moment donné, il devient, voilà, psychologiquement, il va peut-être se déchaîner et commettre les premiers de ses crimes. Voilà. Et alors pour terminer, j'aimerais conclure avec Nietzsche, qui nous disait: l'histoire appartient au vivant parce qu'il est actif et qu'il aspire, parce qu'il conserve et qu'il vénère, parce qu'il souffre et qu'il a besoin de délivrance. Nietzsche identifie donc trois types d'histoire. L'histoire monumentale, c'est ce besoin de maître, d'exemple dans les sommets de l'humanité. Et c'est ce que nous avons fait en revoyant ensemble les sommets de la littérature française. Parce qu'il conserve et qu'il vénère, c'est aussi l'histoire antiquaire. On veut conserver les conditions sous lesquelles on est né, avec fidélité et amour. Et ça, c'est un petit peu ce que je m'attache à faire en perpétuant le plus noble des genres théâtraux, la tragédie. Et enfin, parce qu'il souffre et qu'il a besoin de délivrance, c'est l'histoire critique. Ce besoin qu'on a parfois de traîner le passé devant la justice. Et ça, c'est le destin de nos héros, qui seront jugés par les spectateurs. Je vous remercie.